Monsieur le Président des conseils régionaux, Monsieur le maire, heureux invités, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle au cours de ces rencontres B2B entre le ministère des Travaux publics et les collectivités territoriales décentralisées autour de la problématique de la gestion routière. Je suis le directeur de l'entretien et de la protection de patrimoine routier au ministère des Travaux publics. Je vais modérer ces rencontres qui s'articulent autour des points que je m'en vais vous évoquer ci-dessus. Le directeur général des travaux d'infrastructure à ma droite va nous entretenir sur l'exposé des motifs. Qu'est-ce qui motive nos rencontres? Madame le maire de Fokoué, à l'extrême droite, va nous entretenir sur la gestion des projets routiers dans les communes par un maire. Monsieur Noah, à l'extrême gauche, va nous entretenir sur le professionnalisme des entreprises d'entretien routier. Il faut dire que M. Noah est le secrétaire général de FEGAP-TP. L'administrateur du fonds routier, juste à ma gauche, va nous parler de l'appropriation des mesures du fonds routier et accès au financement de cet organisme. Après cette intervention, le directeur général des travaux d'infrastructure reviendra pour nous entretenir sur le défi de la qualité de nos infrastructures routières. Après Madame le maire de Fokoué, elle sera relayée par le maire de Yaoundé 5e, qui va nous entretenir sur un cas pratique de mise en place d'un comité de gestion de route. Donc, après, nous allons passer aux échanges proprement dits. Sur ce, je vais passer la parole au directeur des travaux d'infrastructure pour l'exposé des motifs. Je vous remercie. Thank you, Mr. Moderator, for giving me the floor. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et grades respectés, ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que la route est par essence un élément essentiel pour nos activités quotidiennes et savait être au cœur du développement des peuples et des nations. Plus qu'une simple infrastructure, elle constitue un véritable patrimoine dont nous sommes tous conscients de l'impérieuse nécessité de la conservation, en ce sens qu'elle est considérée comme le principal support de la croissance économique. Son entretien, entendu comme des interventions périodiques ou courantes qui contribuent à son cycle de vie avant sa réhabilitation, est exercé au Cameroun par 3 entités, à savoir l'État central, les régions et les communes. Ceci à la faveur du décret 2017-0144 du 20 avril 2017 portant nomenclature routière. Cette activité pratiquée au Cameroun depuis son indépendance, concomitamment avec l'extension du réseau routier. Traditionnellement, avant l'implication des 2 autres entités que sont les régions et les communes, cette activité était exclusivement menée par l'État à travers le ministère en charge des routes. L'ouverture de la maîtrise d'ouvrage routière aux collectivités territoriales décentralisées est consécutive à l'accroissement du réseau routier, éloignant de plus en plus les décisions politiques de la réalité et à l'impérieuse nécessité de parachever la mise en place des institutions objet de la loi 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. C'est ainsi que le Premier ministre chef du gouvernement a signé le 20 février 2010 le décret 2010/0240/PM fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes à travers la création et l'entretien des routes rurales non classées, ainsi que de la construction et de la gestion des bacs de franchissement. Suivront dans la même veine le décret 2012/2324 PM du 13 août 2012 qui fixe les modalités de la compétence, les modalités des compétences transférées par l'État aux communes en matière de réalisation des travaux de cantonnage routier. Le décret
83-89 PM du 5 septembre 2017 portant nomenclature, numérotation et inventaire des routes régionales et les arrêtés 126 A MINTP CAP du 10 novembre 2020 et les arrêtés numéro 80 du 26 septembre 2022 du ministère des Travaux publics qui identifie le champ de compétences de 229 communes sur les 360 en matière d'intervention sur les routes communales. Le processus devant se poursuivre sur les 61 autres communes restantes en 2023. Si le prétexte qu'offre la décentralisation a permis de transférer aux collectivités territoriales décentralisées une partie du patrimoine routier, il convient de relever que dans la pratique de l'exercice des compétences transférées, que plusieurs limites sont à souligner, au premier rang desquelles la faiblesse des ressources financières disponibles pour la maintenance, voire l'extension du dit patrimoine transféré. En effet, le réseau transféré charrie le plus long linéaire de route, avec 112 376,65 km, 112 376,65 km sur un linéaire total de 121 873,93 km, soit environ 92,20% de ce réseau. Cependant, le niveau de financement accordé à ces réseaux est de plus en plus faible, appelant ainsi à des comportements d'efficience. Cette efficience devrait être meublée par une planification harmonieuse des interventions, la professionnalisation des interventions, la mutualisation des actions à travers l'intercommunalité et la participation citoyenne par la création et l'organisation du fonctionnement des comités de gestion des routes. À côté du niveau de financement, il ne serait pas excessif de citer ici le clientélisme dans l'attribution des marchés, la complaisance dans la validation des travaux exécutés et la non-remontée de l'information sur le niveau de contractualisation, comme quelques attitudes négatives observées dans la pratique de la maîtrise d'ouvrage à compétences décentralisées. Nonobstant ces entraves à mettre dans les prémices de l'ouvrage, le ministère des Travaux publics reste convaincu qu'une collaboration harmonieuse entre lui et les collectivités territoriales décentralisées est un gage de réussite du processus de transfert de compétences dans le domaine des infrastructures routières. Ainsi, le ministère des Travaux publics propose aux collectivités territoriales décentralisées que vous représentez ici, ou alors que vous managez, pour cette édition du Salon de l'action gouvernementale, la création d'un cadre de collaboration opérant avec pour intérêt commun le réseau routier transféré. Ainsi, les objectifs visés par cette collaboration sont qu'il est nécessaire de présenter dans son ensemble le réseau routier circonscrit aux routes régionales et communales, présenter le processus de maîtrise d'ouvrage, de l'identification des besoins et leur maturation jusqu'au suivi de l'exécution des projets. Il est question également de renforcer le cadre de collaboration existant avec les collectivités territoriales décentralisées pour la création d'un mécanisme de remontée de l'information, la limitation des délocalisations qui entraînent les retards dans la passation des marchés et l'implication des services déconcentrés dans le suivi des projets transférés en qualité d'ingénieur de marché. Il est également question d'informer et de sensibiliser sur les rôles de chaque acteur dans la gestion du réseau routier, de mettre en place un cadre dynamique d'échange autour de la gestion, la surveillance et la veille citoyenne sur les routes régionales et communales à travers des actes citoyens. Il s'agirait également de proposer des modèles types de statuts et de règlements intérieurs pour la création, la gestion des comités de gestion de route, de mener des échanges devant aboutir à des décisions concertées en rapport avec la gestion des routes régionales et des routes communales. Enfin, il s'agira d'outiller les collectivités territoriales décentralisées en ce qui concerne leur plan de développement d'infrastructures volet routier.
Voilà ce que le ministère des Travaux publics vous propose dans le cadre de cette rencontre. Merci pour votre bienveillante attention. Merci, Monsieur le Directeur général, pour ce brillant exposé. Nous comprenons tous que le processus de décentralisation de la gestion routière a fait du chemin, qui s'est concrétisé en 2017 par les décrets présidentiels qui ont revu le réseau routier et en désignant expressément pour chaque catégorie qui en est le gestionnaire. C'est dans ce cadre que nous allons écouter Madame le maire de Foukoui pour un cas pratique de gestion d'un projet routier dans une commune. Merci beaucoup pour la parole donnée. D'entrée de jeu, je vous prierai de transmettre à Monsieur le ministre des Travaux publics mes remerciements pour avoir porté son choix sur ma modeste personne pour échanger avec les collègues maires sur la gestion d'un projet routier. Ceci dit, cet échange, parce qu'en fait c'est un échange, portera autour de 5 points. La maturation des projets, la passation des marchés, l'exécution et le suivi des travaux, l'impact sur les bénéficiaires, les difficultés rencontrées, et il y aura une esquisse de solutions. J'aimerais, dans mon propos liminaire, dire un grand merci au chef de l'État qui a impulsé cette décentralisation avec tact et patience. Elle est effective ce jour. Divers textes dont a parlé M. le Directeur général qui ont précédé la loi sur la décentralisation en 2019, je ne vais pas revenir dessus. Donc, dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il est dit à l'article 158 qu'entre autres compétences transférées aux communes, il y a la création et l'entretien des voiries municipales et des travaux connexes. Également l'entretien des routes rurales non classées, ainsi que des bacs de franchissement. Fort de cela, et dans cette dynamique, les communes ont chacun à son rythme, et compte tenu de ses difficultés propres liées à son environnement, mené des actions pour pouvoir étoffer son réseau routier. Et ces actions sont grandement impulsées, pour le cas d'espèces qui nous réunissent ici cet après-midi, par le ministre des Travaux publics, à qui nous disons une fois de plus merci. Merci pour les efforts que son département ministériel déploie en vue de faciliter la mobilité dans les communes. C'est visible, c'est palpable, en raison des différents guichets mis sur pied, qu'il s'agisse des BIP ou bien des fonds routiers. Alors, ceci dit, nous allons passer à différentes étapes qui sont celles de la gestion d'un projet routier dans une commune. Tout commence par le premier point, la maturation des projets. C'est un préalable à tout projet routier. La réalisation d'un projet routier commence dès la maturation, qui passe par l'identification de l'idée du projet, qui est inscrit dans le plan communal de développement. Le plan communal de développement étant la boussole des communes, parce qu'elle reflète, n'est-ce pas, la volonté des populations à la base de voir développer leur territoire selon certaines priorités. Donc, la commune identifie donc cette idée de projet et recense les besoins prioritaires des populations à travers ce PCD. Ensuite, après avoir identifié l'idée de projet, elle descend rencontrer le sectoriel qui, au niveau des communes dites rurales, comme les nôtres, c'est les départementaux. Et pour les régions, comme je vois les régionaux, c'est au niveau de la région. Alors, le maire descend rencontrer les sectoriels compétents pour échange en vue de la descente sur le terrain, pour évaluer, à proprement parler, l'idée de projet qui l'y amène. Ensuite, le sectoriel produit un dossier technique complet qui comprend, entre autres, la description du projet, les plans des ouvrages, les devis estimatifs et quantitatifs, ainsi que le dossier d'appel d'offres conforme aux
aux projets types prescrits par l'Agence de régulation des marchés publics. Après cette étape, le dossier étant complet, la commune le soumet à la requête de financement auprès du département ministériel concerné, en l'occurrence le ministère des Travaux publics ou bien à d'autres partenaires comme le FECOM. Une fois le financement obtenu, et compte tenu de ce qu'il s'écoule un long moment entre la requête de financement et l'obtention du financement à proprement parler, les étapes suivantes s'imposent au maître d'ouvrage. Une deuxième descente sur le terrain pour actualiser le devis et le DAO, car il y a non seulement l'accentuation des dégradations sur le terrain, mais également il arrive très souvent que le montant de l'enveloppe allouée ne soit pas en concordance avec les travaux qu'il faudrait effectuer. Là, les choix s'imposent. Donc cette deuxième descente permet à l'ingénieur accompagné du maître d'ouvrage de fixer le cap au regard de l'enveloppe allouée. Quand toutes ces conditions sont réunies, on passe à l'étape de la passation du marché. Alors, avec le devis et le DAO revus, le maître d'ouvrage convoque la commission des marchés, leur soumet le DAO avec le devis. La commission, si elle valide, remet les documents au maire qui lance à proprement parler le marché. Ça peut être en procédure d'urgence ou bien en procédure normale, selon le cas. Et par la suite, diverses commissions siègent en vue d'analyser tous les documents requis en la matière pour l'attribution du marché. Après quoi, quand le marché est attribué et la notification de l'ordre de service signée, le démarrage des travaux peut être fait après que l'on ait aussi adressé les copies aux intéressés, l'ingénieur du marché notamment, la maîtrise d'œuvre quand elle est concernée, pour qu'il y ait une bonne remontée d'informations et un suivi adéquat de l'ouvrage. Mais à ce niveau-là, le maître d'ouvrage doit être très, très attentif et c'est ce que nous essayons de faire dans nos communes. Il doit s'assurer, lors de la procédure de passation, à travers son représentant, qui est généralement un responsable communal, qui est secrétaire de la commission, que tout se passe dans la transparence et sans complaisance. Quand un prestataire sélectionné avec légèreté peut poser des problèmes par la suite, parce que n'étant pas à la hauteur des travaux à lui confier. La vigilance s'impose également, car certains membres des commissions, je ne sais pas, peuvent avoir un penchant ou un autre envers tel ou tel candidat. À cet effet, le maître d'ouvrage doit vérifier la conformité des documents, leur authenticité, avant de signer les décisions d'attribution, qu'il s'agisse du registre d'enregistrement des offres, ou bien des procès-verbaux de cession, des rapports des sous-commissions ou des propositions d'attribution. Tous les documents sont passés au crible fin par le maître d'ouvrage, qui est le maire. Et lorsqu'il s'est assuré de la cohérence de toutes les informations y contenues, il se sent tout à fait à l'aise pour signer tout et attribuer le marché. Place maintenant à l'exécution, quand le marché est attribué et l'ordre de service servi. On passe à l'exécution des travaux. Ceci nécessite un appui pointilleux, un suivi vraiment très, très rigoureux de la part de tous les acteurs, mais en premier chef du maire, parce que c'est lui qui est au front, c'est lui qui se bat pour amener les projets et assurer le bien-être économique et social des populations. Donc à ce niveau-là, il doit suivre rigoureusement les travaux et c'est ce qui est fait dans les communes. Ce suivi, il ne le fait pas de façon isolée. Il est collaboratif avec des acteurs directement impliqués dans la bonne gestion du projet. Il y a le maître d'ouvrage, l'ingénieur, le chef service du marché, le maître d'œuvre quand la commande a une maîtrise d'œuvre. Le maître d'ouvrage doit également être un acteur de terrain. Et ça, c'est
ça conditionne la réussite même des projets. Parce que si un maire reste cloîtré dans son bureau, s'il est directif tout simplement, ces projets ne peuvent pas marcher. Alors le maire doit être un acteur de terrain et non de bureau, car c'est sur le terrain que certaines petites combines peuvent se tisser. Il doit être vigilant, infiltré dans l'équipe de réalisation du projet, ses yeux, pour lui remonter l'information en temps réel. Et à ce niveau, dans les communes, j'ai entendu parler des comités de gestion. Ça se fait dans beaucoup de communes. Dans la plupart des communes, il y a des comités de gestion qui s'assurent de la remontée d'informations et des petits défauts que l'on peut trouver lors de la bonne exécution des travaux. En tout cas, à la commune de Fokoé, nous avons un comité de gestion de route qui siège, des comités qui siègent au niveau de tous les villages et qui s'assurent de nous remonter l'information en temps réel quand nous ne sommes pas nous-mêmes sur le terrain. Et je suppose que c'est la même chose au niveau de tous mes collègues qui sont ici présents. Donc, ces comités de gestion et d'autres personnes infiltrées veillent discrètement à la mise en œuvre, à la meilleure mise en œuvre du projet et rapportent les informations. Ça peut être sur même le dosage des ciments, les quantités utilisées, la nature des fers, filme même discrètement et envoie l'information au maire qui, en retour, va voir l'ingénieur, la maîtrise d'œuvre. On fait des descentes sur le terrain, parfois des descentes inopinées qui nous permettent de voir des choses qui ne sont pas bien et d'interpeller l'entrepreneur en vue de redresser la barre. Le maître d'ouvrage doit effectuer des visites inopinées pour toucher du doigt la réalité de chaque chantier et corriger les manquements. Il doit également être futé pour savoir et comprendre des langages, des non-dits des techniciens et apprécier ce qui est fait pour distinguer le bon travail du mauvais travail. Et donc, au terme des travaux, même sans être ingénieur, il arrive que des réflexes, l'expérience fait que le maître d'ouvrage soit capable de détecter ce qui ne va pas, de rappeler l'ingénieur pour vérification et l'entreprise à l'ordre. Après, à la fin donc des travaux, diverses étapes de réception attestent de la satisfaction de la qualité des travaux, quand toutes les parties prenantes sont d'accord, et conduisent à la transmission des dossiers de paiement aux différents guichets compétents. Et à ce niveau-là, le maire peut se dire, non, j'ai suivi, je suis un maire de terrain, j'ai relevé tous les écueils, toutes les difficultés ont été mises à la lumière, je suis convaincu moi-même de ce qui est fait est bien fait. À ce moment-là, quand les acteurs qui doivent signer en amont signent, et le maire convaincu à la fin signe également le document qui va suivre le processus de paiement. Alors, est-ce que l'on doit payer sans vérifier l'impact? Quand un projet est réalisé, il est réalisé pour la population. Un projet n'est jamais réalisé comme ça, sans impact. L'exécution des travaux routiers impacte grandement sur la vie des populations, à travers, sur le plan social, le recrutement de la main-d'œuvre locale, fut-elle temporaire. Il y a également sur le plan de la santé, parce qu'il y a un adage qui dit que là où la route passe, le développement suit. Alors quand la route est passée et qu'il y a un malade dans un village, si la route n'était pas accessible, avec le passage de la route, c'est facile d'évacuer le malade vers l'hôpital. L'impact est également visible sur le revenu des ménages. Parce que quand on désenclave les bassins agricoles, les ménages, les populations se sentent plus à l'aise d'aller cultiver des champs qui sont très très éloignés, où la terre est fertile et dans des endroits où ils n'avaient pas accès avant que l'infrastructure ne soit réalisée. Et lorsque les récoltes sont là, les récoltes sont vendues, il y a des gains, ça permet aux responsables de famille d'avoir des revenus pour mieux gérer leur famille. Et ce n'est pas seulement le domaine agricole, il y a également dans nos communes
les carrières de sable, les carrières de gravier qui sont très souvent enclavées. Alors quand la route est ouverte, l'aménagement est fait, la mairie met le contrôle sur les prélèvements des taxes et autres, et ça permet également à la mairie d'avoir des ressources. Donc, quand la route passe, tout le monde gagne. La population gagne, l'entrepreneur qui a travaillé gagne sa vie, la mairie gagne parce qu'il y a les taxes qu'elle prélève. Et sur le plan même strictement politique, quand on est sur le terrain et que le travail est très très bien fait, non seulement les militants du camp qui nous appartient apprécient le travail et sont confortés dans leur position, mais même les militants des camps adverses, c'est des clins d'œil qu'on leur donne pour leur dire, vous voyez, nous sommes à la place qu'il faut, nous faisons ce qu'il faut, quitter la brousse pour quitter l'obscurité pour rejoindre la lumière. Et ça arrive très souvent que nous capturons les militants des partis adverses à travers des bonnes réalisations et des bonnes pratiques que nous faisons sur le terrain. Mais quand les ouvrages sont réalisés, pour que l'impact soit dur dans le temps, il y a l'entretien. Les entretiens minimes à travers les comités de gestion qui sont mis en place. Dès qu'il y a un petit trou là, parce que les routes en terre est dû 3 ans après, il y a des dégradations, on leur offre dans des villages le matériel. Si je prends l'exemple de Fokwe, j'ai 27 villages et dans les 27 villages, il y a des comités de gestion à qui la commune a offert des pelles, des pioches, des brouettes pour pouvoir fermer rapidement les petits trous et même des houes pour déboucher les caniveaux quand ils viennent à se boucher pendant la saison de pluie. Ça, c'est des actions qui nous permettent de mieux pérenniser les ouvrages à travers lesquels l'État nous a donné des financements. Mais il n'y a pas que ça. Nous commençons avec la décentralisation à nous équiper d'engins, de camions, des pelles chargeuses, des niveleuses, pour mieux entretenir les routes et ne pas revenir tout le temps envers l'État pour dire, voilà, vous avez financé il y a 2 ans, revenez. Les difficultés sont là et nous-mêmes, nous jouerons ce rôle pour maintenir au maximum les ouvrages que l'État a financés. Mais tout n'est pas que rose. Nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés et c'est le 5e point. En termes de difficultés, il y a que entre le moment où le maire mature et adresse la requête de financement et le moment où le financement est accordé, la situation des infrastructures se dégrade sur le terrain. Et l'enveloppe qui est très souvent allouée est en inadéquation avec le niveau de dégradation qui est constaté sur le site. À ce moment-là, on revoit les quantités, mais si on veut être efficace et que l'argent de l'État même ne se perde pas, il vaut mieux après que le ministère des Travaux publics accompagne les mairies s'il y a une suite à donner à un projet qui, parce qu'un projet a été maturé il y a 5 ans, reçoit 5 ans après un financement, que l'enveloppe ne puisse pas permettre de tout couvrir. Et très souvent, quand on adresse des demandes pour des financements complémentaires, on n'a pas toujours la suite. Et là, tout le monde perd. La population perd, elle est chagrinée, mais l'État perd également parce qu'elle a financé, elle a mis des ressources et à la fin, la population ne peut pas bénéficier. Les ressources de l'État sont parties, la population n'a rien gagné, l'État même a perdu de l'argent dont nous exhortons, n'est-ce pas, le ministère à être à l'écoute quand nous faisons ce genre de demande, parce que si les financements suivaient dans des délais très proches les dossiers, la maturation des dossiers, on ne ferait pas face à ce genre de difficultés. Et je dois, au terme des difficultés, aussi parler de l'insuffisance des ressources transférées, tout en appréciant les efforts qui sont faits, et je parle sous le contrôle de mes collègues maires qui sont là, tout en appréciant les efforts qui sont faits par le ministère des Travaux publics depuis quelques années
pour attribuer à chaque commune 27 millions. C'est déjà, c'est ça. Mais que peuvent vraiment faire 27 millions quand nous savons que nous sommes dans des environnements enclavés? Si je prends une région comme celle de l'Ouest, qui est une région de Grassfield avec les montagnes et tout ça, vous ne pouvez pas réaliser une route sans ouvrage de franchissement. Vous ne pouvez pas réaliser une route sans ouvrage de franchissement. Et 27 millions, ça permet de réaliser un petit Dalo qui n'est pas du tout compliqué. Et si sur le même tronçon, on a des passages de bus, s'il y a des grands ponts, vous voyez qu'avec 27 millions, on ne peut pas faire grand-chose. Nous allons vous prier, c'est un plaidoyer de transmettre à son Excellence, le ministre des Travaux publics, de multiplier la cagnotte au moins par 5 pour permettre aux mairies de vraiment, d'année en année, de pouvoir réaliser un ouvrage qui soit viable, qui soit apprécié des populations. Et lui dire que bon, en plus de cela, nous avons le fonds routier, mais il y a que des mairies qui se seront distinguées par non seulement la rapidité dans l'exécution, mais la qualité aussi dans les réalisations des travaux, que ces mairies-là bénéficient d'une cote d'amour auprès de lui qui leur donne davantage de ressources. Comme ça va permettre aux autres de s'inspirer de ces exemples-là pour faire mieux. En termes de solutions, nous avons déjà dans les difficultés évoquées, le transfert des ressources qui ne correspondent pas, qui ne vont pas tout à fait dans les bons délais par rapport à la maturation des projets et la revalorisation du montant de l'enveloppe de l'entretien routier. Mais aussi, en termes de solutions, plaider auprès de vos collaborateurs, nos sectoriels, pour un meilleur accompagnement sans chantage. Vraiment sans chantage et sans trop demander l'argent. Parce que nous, les mairies, surtout les mairies rurales, on n'en a pas beaucoup. Nous savons qu'ils ont des budgets, même si les budgets ne sont pas suffisants. Nous venons avec des petits appuis, ils doivent les accepter. Ça, c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous présenter. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame le maire, pour cette brillante intervention. Je retiens deux éléments essentiels. C'est que dans votre commune, les comités de route existent déjà. J'ai l'habitude de dire que la route est un patrimoine commun, d'où la nécessité d'impliquer tout le monde dans sa gestion et même à son entretien. Je vous dis déjà merci pour cette préoccupation qui est bien adressée par votre commune. Je vous ai aussi entendu parler de l'insuffisance des ressources allouées à l'entretien du réseau routier. Et je vous dirais, Madame le maire ou bien Monsieur le Président, qu'aucun pays au monde n'a suffisamment de ressources pour l'entretien de son réseau routier. Aucun. Mais ce que nous demandons, c'est l'optimisation de l'utilisation de la ressource mise à disposition. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le peu dont nous disposons pour garantir une qualité et la durabilité? Et je crois que le ministère des Travaux publics cherche à résoudre cette équation dont vous entendez souvent parler de la stratégie d'entretien durable des routes en terre. Il y a beaucoup de stratégies qui sont développées à notre niveau. Mais Madame le maire, vous avez oublié quelque chose. C'est un partenaire assez important, les entreprises. Je ne vous ai pas entendu parler des entreprises devant votre exposé. Mais en ma qualité de directeur d'entretien routier, je vous dis, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez tout avoir. Si vous n'avez pas des entreprises compétentes, vous n'atteindrez jamais les résultats. C'est pourquoi nous avons pensé qu'un acteur de ce domaine puisse nous dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de la peine et aucun pays ne peut se développer sans ses propres entreprises. Donc, M. Noah, je vous passe la parole un peu pour nous entretenir sur le professionnalisme tel que vu par votre fédération. OK. Thank you, Mr. Moderator. First of all, je voudrais adresser un merci particulier à Monsieur le ministre des Travaux publics qui
implique le secteur privé de l'entretien routier dans certaines de ses activités. Monsieur le modérateur, monsieur le directeur général, monsieur l'administrateur du fonds routier, mesdames et messieurs les magistrats municipaux, parler de la professionnalisation des entreprises de l'entretien routier en si peu de temps est un exercice difficile. Mais je veux m'y atteler, je vous dirai quelque chose, mais en 3 points. Le premier, je voudrais faire un rappel historique. En deuxième point, ce sera les différents programmes d'entretien routier mis en place par le ministère des Travaux publics et dans lesquels le secteur privé a été au mieux impliqué. Enfin, je vous dirai un mot sur la contribution du secteur privé dans l'implémentation de certains de ces programmes routiers. Alors, comme vous le savez, lorsque, en 1996, l'État du Cameroun prend la décision de privatiser l'entretien routier, il y a eu un premier programme qu'on appelait le PST, c'est-à-dire le programme sectoriel des transports. S'en est suivi la mise en place d'une caisse de paiement dite caisse d'avance. C'est l'ancêtre du fonds routier, en effet. Et dans la perspective de conduire à bien cette privatisation, le gouvernement de la République, avec le concours des bailleurs de fonds internationaux, a organisé dès les années 2000 le secteur privé en encourageant notamment la création des organisations professionnelles qui œuvrent jusqu'au jour d'aujourd'hui aux côtés des pouvoirs publics pour la réalisation des projets routiers selon les règles de l'art. Il s'agit respectivement, je vous donne comme ça les noms de ces OP, la NETP, la PICAM et bien évidemment la FECAP-TP dont je représente ici. S'en est également suivi divers programmes de formation et de renforcement des capacités des principaux acteurs du secteur de l'entretien routier. J'entends par là les PME, monsieur le directeur venait d'évoquer les entreprises, les BET, les bureaux d'études techniques, et puis les OP, les organisations professionnelles. Et ce, dans le cadre des différents PERFET, parce qu'il y a eu plusieurs programmes de financement, et nous avons été formés. Parce que dire au jour d'aujourd'hui que les PME camerounaises sont incompétentes, c'est exagéré. Dans la mesure où elles ont des capacités, certes, mais elles font ce qu'elles doivent faire. Maintenant, en deuxième point, les différents programmes routiers mis en place par le MINTP et dans lesquels le secteur privé œuvre. Alors, si je m'en tiens au thème principal qui nous réunit, la synergie d'action, pour que l'entretien routier soit ce qu'il doit être, ou alors pour qu'on pérennise, on rende beaucoup plus efficient les investissements affectés dans ce secteur, l'implication des populations bénéficiaires ou riveraines est très importante. D'où le projet pilote d'organisation des populations à l'entretien des routes rurales dans la Léquier, selon l'approche IMO. Là, nous sommes en 2000. Ce programme a été financé par l'AFD. Il était question d'organiser les populations à assurer l'entretien post-réhabilitation. Il y a eu le programme national de réhabilitation et d'entretien des routes rurales, devenu PN2R. Ce programme était adossé sur les actions préalables de sensibilisation, organisation et de formation des populations bénéficiaires et de renforcement de capacité des élus locaux à l'entretien post-réhabilitation. Il est à noter ici que ce programme a eu comme impact positif l'adhésion des populations riveraines
à cette stratégie d'entretien routier grâce au comité de route créé le long des itinéraires réhabilités. Ces comités de route ainsi que les coordinations, autant pour moi, mises en place au niveau des communes ayant bénéficié de ces programmes d'entretien routier ne demandent qu'à être redynamisés au jour d'aujourd'hui, dans la perspective de capitaliser tout ce qui a été fait. Si nous évoquons ce volet, c'est parce que, monsieur le modérateur, vous avez beaucoup fait, c'est vrai, beaucoup reste à faire. Maintenant que les communes sont devenues les maîtres d'ouvrage, il semble, disons, il est important de leur transférer toutes les compétences qui ont été élaborées entre le secteur privé que nous sommes, sous votre demande, et vous. Donc, tous ces programmes avaient pour but d'assurer la circulabilité, enfin je vais y arriver, la circulabilité des routes, ainsi réhabilitées en toute saison, avec un niveau de service passable, par l'implication des populations à travers les communes bénéficiaires, dans les opérations d'exécution et de suivi des travaux. Tout ceci fut possible grâce à la définition d'une stratégie nationale dite stratégie de réhabilitation et d'entretien des routes rurales, érigée, comme je l'ai dit plus tard, en programme national de réhabilitation des routes rurales. Maintenant, qu'est-ce que le secteur privé apporte ou a apporté jusqu'ici dans l'implémentation de ces différents programmes routiers, ou même tout court, pour faire simple, qu'est-ce que le secteur privé fait pour que l'entretien routier soit ce qu'il doit être? Il y a le fait que, je l'ai déjà dit, il y a des formations et nous avons aussi, beaucoup d'entreprises ont investi sur le matériel. Il y en a qui investissent également sur le renforcement de capacité de leur personnel. Mais ce que nous souhaitons, c'est que la formation, vous savez, les générations, moi qui vous parle, j'avais commencé en 2000, ça fait 2 générations, ça fait 20 ans. Or, il y a des jeunes qui sortent des écoles, il serait souhaitable que ces jeunes-là aient les mêmes compétences. D'où notre appel à revoir, parce qu'on avait, j'ai évoqué les différents perfects. Il y a eu beaucoup de programmes, il y a eu enfin c'est devenu la GIZ, ils nous ont formés, ils ont capacité suffisamment les PME. Mais à un moment donné, on a laissé ces PME se débrouiller toutes seules. Je ne voudrais pas faire ici l'apologie de ce que je qualifierais de l'incompétence, parce que c'est pourquoi nos organisations professionnelles sont là pour jouer le gendarme. Quand vous ne faites pas ce qu'il faille faire, on vous dit stop. Donc, nous souhaitons que ces formations puissent continuer. Il y a eu même certains séminaires de renforcement de nos capacités. On en avait fait, je pense, 2 à l'École nationale supérieure des travaux publics. On a bénéficié aussi d'un programme qu'on appelle GENIS, parce que comme vous transférez tout, et c'est mieux que les programmes qui peuvent aider les communes, que ces programmes-là, vous puissiez également les transférer. Les contrats à niveau de service. Les contrats à niveau de service permettent donc aux entreprises que nous sommes avec les communes, c'est-à-dire la commune dit, voilà le niveau de service que nous voulons sur cet axe. On tombe d'accord sur l'enveloppe et puis les entreprises se mettent au travail. Parce que, voyez-vous, monsieur le modérateur, si vous ne capitalisez pas tout ce qui a été fait là, je vous assure, ce sera un éternel recommencement. Vous avez créé, je vous donne un chiffre, peut-être c'est à vérifier dans votre banque de données, vous avez créé au moins, au bas mot, dans toutes les 10 régions du Cameroun, au moins 1000 comités de route. Parce que nous, on appelait ça comité de route. Et on les instituait le long des itinéraires. Et nous sommes arrivés au stade où les communes, certaines,
lorsqu'ils recevaient vos dotations, à l'époque on appelait ça dotation, certaines, je dis bien certaines, essayaient d'organiser le travail avec les comités de route. Donc, pour conclure, nous proposons tout simplement que nous allons continuer à jouer notre rôle, PME, BET, ONG, à apporter notre part à l'édifice, mais il est, comme je l'ai dit tantôt, il importe que les acquis des programmes d'entretien routier évoqués supra fassent l'objet d'un transfert et d'une appropriation au profit des CTD, car la pérennité du patrimoine routier des régions et des communes en dépend. Thank you. Merci, Monsieur Noah, pour votre intervention sur le professionnalisme des entreprises. Nous sommes conscients des comités de route que vous évoquez. C'est pourquoi aujourd'hui le ministère des Travaux publics repose le débat sur la table pour que nous puissions les activer. Parce que comme j'ai dit, la route est un patrimoine commun qui doit être géré par nous tous. Mais au niveau des entreprises, ce que nous décrions souvent, le professionnel d'une entreprise aussi, c'est la connaissance de sa capacité. Généralement, c'est cela la limite. Connaître ce que vous êtes capable de faire et ce que vous ne pouvez pas. C'est ce qui nous gêne un peu souvent, ce qui fausse les attributions au niveau des maîtres d'ouvrage. Il faudrait qu'au niveau de vos fédérations, cela soit débattu. Il est vrai qu'aujourd'hui, la catégorisation est en cours. Elle nous aidera à bien élaguer ce domaine. Parce que j'ai dit, nous pouvons avoir de l'argent. Si nous n'avons pas des partenaires qui nous accompagnent pour la consommation de cette ressource, nous ne pouvons pas atteindre les résultats. Et les maires aujourd'hui sont maîtres d'ouvrage. Nous ne transférons même plus, en réalité, les compétences. Lorsque vous lisez le décret 2017 du chef de l'État, il est dit clairement, au même titre que le ministre des Travaux publics, que les maires sont maîtres d'ouvrage des routes communales. Ce qui se présente seulement aujourd'hui, c'est que le ministre des Travaux publics reste comptable de l'état du réseau vis-à-vis du gouvernement. Parce que lorsqu'il y a un incident sur le réseau routier, il est difficile vous avez en face de vous 360 communes, 10 régions, c'est assez difficile. Il y a quelqu'un qui construit pour le compte du gouvernement. C'est pourquoi nous cherchons un attelage qui nous permette de bien trouver le juste milieu. Mais maintenant, les maîtres d'ouvrage eux-mêmes doivent chercher, doivent cogner à la bonne porte pour bien assurer leur rôle de maître d'ouvrage. Et lorsque vous héritez de quelque chose, il est toujours bon d'aller vers celui qui gérait d'abord cette chose. Le ministère des Travaux publics est toujours ouvert pour accueillir les chefs des collectivités territoriales décentralisées. Et dans ces conditions, donc, ils doivent lever les financements. Et pour bien lever les financements, il faut toujours maîtriser les conditions des bailleurs de fonds. Et notamment le fonds routier, qui est un outil mis en place par le gouvernement pour accompagner tous les maîtres d'ouvrage dans la gestion des programmes d'entretien routier. Donc, sur ce, je vais passer la parole à l'administrateur du fonds routier ici présent pour nous entretenir sur les mesures de fonds routier et comment faire pour accéder à ces financements. Monsieur l'administrateur, je vous passe la parole. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Je voudrais sincèrement remercier le ministre des Travaux publics pour cette opportunité qu'il donne au fonds routier pour expliquer aux différents acteurs du domaine routier les procédures du fonds routier. Et d'ailleurs, le ministre des Travaux publics assure la tutelle technique du fonds routier. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous des présidents des conseils régionaux ainsi que des maires des communes. Je voudrais saluer mes co-panélistes qui sont ici avec nous. Nous allons vous entretenir sur les procédures du fonds routier et l'accès au financement. Il faut dire que nous allons nous appuyer sur 5 points pour cette présentation. Il y aura d'abord la présentation du fonds routier proprement dit. Également, nous allons parler de la validation des programmes de passation des marchés et des visas des contrats au fonds routier, les motifs récurrents de rejet lors des visas des contrats, les traitements des décomptes ainsi que les motifs de rejet de ces décomptes, également les paiements des décomptes. Il faut rappeler également que
En 1996, à la faveur de la loi numéro 96/07 portant protection du patrimoine routier, le fonds routier a vu le jour et a pour vocation d'assurer le financement des programmes de protection du patrimoine national, de prévention et de sécurité routière, ainsi que d'entretien du réseau routier. Il assure également le financement des opérations de réhabilitation et d'aménagement des routes. Le fonds routier, dont de manière spécifique, est chargé de la sécurisation des ressources. Et pour cela, pour la sécurisation de ces ressources, il y a le suivi de la mobilisation de ces ressources et ainsi que du paiement des prestations livrées. Il exerce son activité à travers 2 guichets distincts et indépendants. Il s'agit du guichet entretien routier et le guichet investissement routier. S'agissant du guichet entretien routier, le fonds routier finance l'entretien courant et périodique du réseau routier prioritaire urbain, interurbain classé et communal, la prévention et la sécurité routière et la protection du patrimoine routier national. Pour ce qui est du guichet investissement routier, le fonds routier finance l'aménagement des routes et des réhabilitations. Alors, il y a la loi 2022/007 du 27 avril 2022 qui vient apporter des innovations dans le fonctionnement du fonds routier. Et parmi ces innovations, nous notons la mobilisation et la collecte de ressources destinées à l'entretien routier qui se fera désormais par le fonds routier et qui disposera d'une plus grande autonomie financière et pourra investir plus de ressources dans l'entretien routier. Il y a également la création d'un nouveau guichet appelé guichet indemnisation et la possibilité de créer d'autres guichets en tant que de besoin par décret du Premier ministre chef du gouvernement. Donc ce guichet vient résoudre l'épineux problème que nous connaissons dans les projets routiers, dans la mesure où la phase d'indemnisation des projets constitue parfois un facteur bloquant dans nos projets. Les ressources du fonds routier également sont constituées entre autres des revenus du fonds routier placés dans les banques et des opérations jugées rentables par le fonds. Ainsi, le fonds routier pourra procéder à la levée de fonds sur les marchés financiers en vue du financement d'un plus grand nombre de projets d'entretien routier. Et le fonds routier est organisé comment? Il y a 2 organes. Il y a le comité de gestion qui a à sa tête un président du comité de gestion et constitué de 2 parties. Il y a le secteur public qui comprend 5 membres et le secteur privé qui comprend 5 membres également. Et le deuxième organe est l'administration qui a à sa tête l'administrateur du fonds routier, a 3 directions. Il y a la direction expertise technique, la direction finance, la direction contrôle des opérations. À côté donc de l'administrateur, il y a ce qu'on appelle l'auditeur interne qui accompagne l'administrateur dans le suivi du fonctionnement de cette administration. Je ne vais pas vous donner les autres détails parce qu'il y a 25 personnes. Il y a 25 personnes comme effectifs au fonds routier, donc nous allons prendre beaucoup de temps pour cela. Alors, pour la validation des programmes, il y a une première étape qui constitue la pré-consolidation des programmes. Ici, nous commençons par un atelier qui est organisé par le fonds routier à partir des avant-projets de programmes qui sont transmis par les ordonnateurs. Et ceci au plus tard 10 jours avant la date fixée pour la tenue du dit atelier. Les participants sont, il y a les ordonnateurs même, nous parlons des ordonnateurs ici, il y a le ministre des Travaux publics, il y a le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et il y a le ministre des Transports. Il y a également comme acteurs invités à cet atelier, il y a le MINMAP, il y a le MINFI, le MINDEVEL, le MINEPAT, ainsi que les maires qui sont concernés aujourd'hui, qui sont aujourd'hui comme des ordonnateurs délégués. Ensuite, nous passons à l'examen des programmes en vue de leur appropriation. L'examen des programmes se fait projet par projet pour s'assurer que les critères sont bien respectés. Le programme peut être approuvé globalement, partiellement ou rejeté. L'ordonnateur peut solliciter un nouvel examen du programme non approuvé. Le programme approuvé fait l'objet donc d'une résolution dont copie est transmise à l'ordonnateur
principales. Le document approuvé est marqué du sceau du fonds routier ainsi que de la mention approuvée. Ensuite, nous passons donc à la passation des marchés. La passation des marchés est assurée selon les seuils de compétences par les ordonnateurs en leur qualité de maître d'ouvrage ou d'autorité contractante, conformément à la réglementation en vigueur. Le ministre des Marchés publics assure, quant à lui, les prérogatives dévolues à l'autorité des marchés. Les maîtres d'ouvrage lancent donc les consultations et attribuent tous les marchés suivant la réglementation telle que je l'ai évoquée. Mais il faut signaler que pour les CTD, après la notification des ressources par les ministères sectoriels, c'est en ce moment donc que les CTD peuvent lancer les consultations, pas avant. Pour les ministères sectoriels, après approbation des programmes par le comité de gestion, ils peuvent immédiatement lancer les consultations. Afin d'optimiser le traitement des marchés, les ordonnateurs, avec l'appui du fonds routier, ont produit des modèles, les DQE, c'est-à-dire les détails quantitatifs estimatifs, les bordereaux des prix unitaires type, par catégorie et par type de prestation. Les visas du fonds routier consistent à faire quoi? Consistent d'abord à la vérification de la régularité du programme, à l'éligibilité de la dépense et à la disponibilité des ressources. S'agissant du contrôle de la régularité du contrat, nous avons comme premier point l'approbation du projet de contrat par la commission compétente. Nous voulons nous assurer que la procédure de passation des marchés par les commissions compétentes a été effectuée. L'attribution du contrat par l'autorité des marchés, l'autorité contractante, je veux dire, l'obtention de l'autorisation de gré à gré, si c'est selon le cas, si c'est un gré à gré, la validité de cette autorisation, 30 jours ou 45 jours selon le cas, la désignation du fonds routier comme payeur dans le contrat, la conformité des dispositions fiscales, notamment la TVA, l'AIR, le droit d'enregistrement, l'exactitude de la structure du compte bancaire à 23 chiffres et de la domiciliation bancaire du co-contractant, l'indication claire du montant et des modalités de paiement, ainsi que de son uniformité sur l'ensemble du document, la désignation de l'autorité chargée de l'ordonnancement et de la liquidation de la dépense, l'indication du linéaire de tronçon de route à entretenir, la présence de spécimens de signature de tous les acteurs impliqués dans le contrat. S'agissant du contrôle de l'éligibilité des prestations, nous avons les prestations qui sont prévues dans le contrat doivent être conformes au cadre défini à l'article 26 du décret 2005/239 du 24 juin 2005. Donc vous pouvez voir ça dans un document que nous avons produit, un guide technique pour les usagers. Vous allez retrouver ça dedans. Il y a les prestations prévues. Les prestations prévues sont réalisées à l'entreprise et comportent uniquement les activités qui incombent régulièrement au prestataire dans le cadre de l'exécution de sa mission, sous réserve des dispositions concernant les travaux en régie. Nous allons également vérifier les itinéraires sont bien spécifiés ainsi que les références des routes sur lesquelles portent les travaux. S'agissant du contrôle de la disponibilité des ressources, nous allons vérifier que les itinéraires retenus dans le contrat figurent bel et bien dans la programmation par type de travaux visés. Les crédits sont disponibles et suffisants pour la prestation au regard de la programmation approuvée par le comité de gestion. Et les ressources encaissées permettront à terme à couvrir les engagements en vertu du principe de non-dépassement. Ça, c'est l'article 35 du décret 2005/239 que j'ai évoqué tout à l'heure. S'agissant de quelques motifs récurrents de rejet lors de l'examen des contrats, nous avons noté par exemple la non-inscription du projet dans la programmation validée, la non-désignation du fonds routier comme payeur, l'absence parfois des procès-verbaux de proposition d'attribution, l'absence du procès-verbal de réception provisoire de la tranche précédente, ça c'est pour les marchés pluriannuels, la non-conformité des dispositions fiscales comme la TVA, l'AIR, droit d'enregistrement, l'inexactitude de la structure des comptes bancaires à 23 chiffres,
des erreurs parfois sur le calcul du marché, sur le montant du marché, je veux dire, la non-désignation de l'autorité chargée de l'ordonnancement et de la liquidation de la dépense et l'absence des spécimens de signature des acteurs. Pour quelques motifs également de rejet, nous continuons toujours sur les visas des contrats. Il y a aussi le changement de tronçon sans autorisation de l'ordonnateur principal ou du MINMAP. Ça, nous trouvons également, il y a plusieurs cas comme ça. L'absence de montant sur les ordres de service de démarrage des tranches conditionnelles lorsque nous avons des marchés pluriannuels. La mauvaise présentation des marchés à tranches. L'absence de l'autorisation de gré à gré, si c'est le cas. La non-présentation des passes pour les marchés de cantonnage. L'absence de la précision relative au visa préalable du MINMAP sur le décompte général et définitif. Enfin, l'absence du bordereau des prises unitaires. Ça, c'est les cas que nous avons évoqués qui constituent souvent les rejets dans le traitement des projets des marchés. S'agissant du traitement des décomptes, pour les cas spécifiques des travaux, nous avons d'abord le décompte d'avant le démarrage. Ce que nous vérifions là-dedans, il faut qu'il y ait les marchés signés et enregistrés en original. Il faut qu'il y ait le cautionnement de restitution de l'avant de démarrage, les spécimens de signature de l'équipe projet, l'ordre de service de démarrage des travaux, l'attestation de non-faillite, attestation de non-redevance datant de 3 mois. Sur le plan administratif, ça c'est pour les décomptes provisoires. Nous avons déjà cité les marchés signés, les assurances tout risque chantier qui doivent être valides, les assurances de responsabilité civile chef d'entreprise qui doivent être valides, le cautionnement exigé dans le contrat. Nous avons le cautionnement de bonne exécution, le cautionnement de retenue de garantie, le cas échéant. Ensuite, nous avons les ordres de service nécessaires suivant le cas et prescrivant le démarrage des travaux. Il y a les prolongations de délais, les suspensions de délais, les OS de validation des prix nouveaux. Donc, tous ces documents-là doivent être transmis. Nous notons également parfois l'attestation de non-redevance datant de moins de 3 mois et également les avenants, s'il y a des avenants sur les marchés. Les documents techniques, nous attendons le projet d'exécution approuvé, les rapports de contrôle géotechnique et topographique éventuellement. Pour ce qui concerne les décomptes finaux, il faut le plan de recollement approuvé, l'attestation de non-redevance datant de moins de 3 mois. Et pour les décomptes généraux et définitifs, il faut les procès-verbaux de réception définitive et l'attestation de non-redevance. Maintenant, pour les maîtrises d'œuvre, donc les missions de contrôle et aussi, pour ce qui est de l'avant de démarrage, c'est pareil que nous avons cité pour le cas des travaux. Nous n'allons pas revenir dessus. Et pour les décomptes provisoires, il faut le marché enregistré, mais ici, il faut le plan d'action approuvé au lieu du projet d'exécution comme pour les entreprises. Et les autres pièces telles que nous avons citées pour le cas des entreprises, c'est-à-dire le cautionnement, les ordres de service, les avenants éventuellement, les assurances et l'attestation de non-redevance. Pour ce qui concerne le décompte final, pour la maîtrise d'œuvre, il faut le rapport final approuvé et l'attestation de non-redevance datant de moins de 3 mois. Quelques motifs encore récurrents de rejet lors du traitement des décomptes. Nous avons noté parfois l'absence de la signature sur les décomptes généraux et définitifs, l'absence de signature des maîtres d'ouvrage et même du MINMAP conformément aux dispositions de l'article 35 du CCAG, entendez cahier des clauses administratives générales. L'absence parfois des attachements et des constats des travaux validés par les responsables concernés. La non-réfraction des pénalités de retard non justifiées sur le décompte. Le report du relevé d'identité bancaire erroné sur le décompte, les erreurs de calcul sur le montant net à mandater du décompte, la non-transmission des documents administratifs valides tels que nous l'avons cité plus haut, assurance, caution, ordre de service, la non-transmission des décomptes contractuels,
avenants, ordre de service de suspension, de prorogation de délai, des prix nouveaux, les projets d'exécution, les plans d'action, et ainsi de suite. S'agissant des conditions générales de paiement, nous allons rappeler que le relevé d'identité bancaire, qu'on appelle RIP, figure dans le marché souscrit par l'attributaire, doit présenter, nous avons dit, 23 chiffres, dont il y a le code de la banque qui doit avoir 5 chiffres, le code du guichet qui doit avoir 5 chiffres, et le numéro du compte qui doit avoir 11 chiffres, et la clé du RIB 2 chiffres. Donc, ça, c'est les détails qu'on voudrait vous apporter. Lorsqu'il s'agit d'un compte domicilié à l'étranger, il y a l'identifiant, ci-dessus que nous avons évoqué, doit être complété par l'identifiant international de la banque. Lorsque le compte final du prestataire est ouvert auprès d'une microfinance, il doit être fait mention dans le marché du nom de la dite microfinance dans le contrat. Ça, c'est parce que nous avons eu beaucoup de cas de réclamation où parfois le prestataire est payé, mais au niveau de la structure financière qui doit mettre à disposition les fonds, c'est-à-dire la microfinance, parfois le prestataire ne rentre pas dans ses droits. Donc nous avons eu parfois des réclamations de cette nature. Il y a également le versement d'une avance de démarrage qui doit être prévu dans le marché concerné. Et cette avance de démarrage ne doit pas excéder le plafond en vigueur que nous savons et qui est prévu dans le Code des marchés. Cette avance de démarrage doit être cautionnée à 100% par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang, conformément au texte en vigueur. La caution d'avance de démarrage dûment établie suivant le modèle type figurant dans le dossier d'appel d'offres doit être transmise au fonds routier au moins 2 semaines avant le dépôt de la facture d'avance de démarrage, c'est-à-dire le décompte d'avance de démarrage pour les travaux. Le paiement de l'avance de démarrage n'interviendra qu'après confirmation par l'organisme émetteur de l'authentification de la caution à laquelle elle a été adossée. Toute caution réputée fausse sera rejetée et l'identifiant du prestataire ayant soumis ce cautionnement sera transmis au MINMAP et à l'ARMP pour des actions coercitives. Les conditions particulières s'agissant des décomptes provisoires, des comptes finaux et des comptes généraux et définitifs, les décomptes doivent être réputés bons à payer. Donc, après examen par les services techniques du fonds routier, il y a la mention bon à payer qui est adossée sur ce décompte. Ensuite, la valeur cumulative de ces décomptes ne doit pas excéder la valeur du marché. La domiciliation bancaire de paiement figurant sur le décompte doit être la même que celle du marché ou de son avenant, le cas échéant. Le paiement est effectué en conformité avec les obligations fiscales de la loi des finances en vigueur au Cameroun. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur l'administrateur, pour cette intervention, de laquelle nous retenons que le Fonds routier est un organisme qui a 2 guichets pour le moment, le guichet entretien et le guichet investissement. Le guichet entretien est financé par les différentes redevances pétrolières, paysage routier, péage routier, et qui respecte le principe, c'est l'usager qui paye. Le guichet investissement, lui, c'est un guichet où c'est le maire d'ouvrage même qui décide de domicilier son financement là-bas. Je reviens pour le guichet entretien, c'est pourquoi nous disons que pour le moment, les maires et les présidents de conseil sont les ordonnateurs délégués, parce que ce budget est adossé sur celui du ministère des Travaux publics. Lorsque vous voyez le MINTP avec un budget de fonctionnement de souvent 66 milliards, certains sont intéressés d'y venir, mais sachez que là-dessus, il y a 50 milliards qui sont inscrits au titre du fonds routier. C'est ça que le MINTP distribue aux autres maîtres d'ouvrage. Pour dire aussi à Madame le maire, vous pouvez comprendre les difficultés que nos services déconcentrés ont. Sur le papier, on a l'impression que le budget de fonctionnement du MINTP est costaud, mais en réalité, la grande partie
est destiné à l'entretien routier. Nous retenons aussi tout ce que l'administrateur a dit se résume dans ce qu'il appelle le guide des intervenants. J'invite tout le monde à voir ce document qui est disponible et chaque fois que je dois me tourner vers le fonds routier, je pose le guide à l'usage des intervenants sur mon bureau, le dossier que je suis en train d'envoyer. Est-ce qu'il est conforme? Parce que dans ce guide que nous avons élaboré il y a à peu près 5 ans, tout est dit à l'intérieur de la programmation jusqu'au dernier paiement. Donc, merci, monsieur l'administrateur. Je vais me tourner vers le directeur général des travaux d'infrastructure qui va nous faire une petite intervention sur les défis relatifs à la qualité du réseau routier. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Thank you, Mr. Moderator, once more for giving me the floor to say something concerning the challenge that we have to meet concerning the quality of our road infrastructure. Le développement des infrastructures en général et celui du réseau routier en particulier s'est toujours appuyé sur 4 paramètres fondamentaux que sont le coût, la durée, la qualité et la quantité. Le défi de la pérennité des ouvrages construits, réhabilités ou entretenus a conduit les experts dans le domaine à accorder une place prépondérante à la qualité. De la conception à l'exploitation, en passant par la mise en œuvre des projets d'infrastructure routière, le souci de la qualité a toujours prévalu. En effet, lors de l'étape consacrée à la maturation des projets, il a été régulièrement fait recours à la normalisation technique existante. Ça peut être la normalisation au niveau national ou alors la normalisation au niveau international. Pendant l'exécution des travaux, un dispositif de suivi étroit est mis en place pour veiller au respect des normes prescrites. Qu'il s'agisse du contrôle technique, géotechnique, de l'assistance en maîtrise d'ouvrage ou de la supervision technique par l'administration elle-même. L'assurance qualité est de ce fait garantie. L'ouvrage réalisé et mis en service fait l'objet de garanties dont la durée dépend de la nature du dit ouvrage. On a des garanties au bout d'1 an, 12 mois, on a des garanties décennales et ainsi de suite, en fonction de la nature de l'ouvrage. Grâce à la prise en compte, à la prise de toutes ces dispositions, il est généralement observé que les routes aménagées, les routes construites ou réhabilitées, offrent durant leur cycle de vie un confort et la sécurité souhaitée. Au niveau de l'entretien routier, une organisation similaire en termes de suivi technique et géotechnique existe, ce qui permet au réseau entretenu d'être aussi carrossable. Ici, la grande difficulté réside dans l'insuffisance des ressources allouées aux opérations d'entretien. Cette situation a pour corollaire la couverture très partielle du réseau routier. Cependant, il y a lieu de relever, pour s'en féliciter, qu'avec la promulgation de la nouvelle loi sur la protection du patrimoine routier, qui consacre la mise en place du fonds routier, qui collectera lui-même ses ressources, la couverture du réseau routier se verra nettement améliorée. En définitive, il est pertinent de rappeler que les efforts consentis dans l'éclosion des ressources humaines de qualité grâce à l'existence des institutions académiques de renommée établie contribuent aussi à relever ce défi de pérennité de nos ouvrages. De même, le recours de plus en plus à des entreprises qui ont des certifications ISO, dont certaines sont totalement camerounaises, pour la maintenance et l'extension de notre réseau routier, favorise l'atteinte de cet objectif de qualité. Pour terminer, il est important de rappeler que le dernier classement établi par une institution internationale indépendante situe le Cameroun au 7e rang des pays africains en termes de qualité d'infrastructure routière. Mais il faut noter que ce rang qu'a occupé le Cameroun, si d'aventure des mesures idoines ne sont pas prises,
ce rang, nous risquerons de perdre. Et je vais vous inviter à regarder avec nous les horreurs que nous pouvons vivre sur notre réseau routier. Il s'agit des atteintes au patrimoine routier, où nous avons des routes qui sont récemment construites, ou alors des infrastructures qui ont été récemment réhabilitées, où on a tout acte d'incivisme que nous pouvons voir. Là, c'est les DBA qui ont été renversés à la suite d'un accident de la route. C'est le même point. Là, c'est les glissières. Là, voilà. Nous avons les garde-corps d'un pont. Là, c'est l'ancien pont sur le Voury, où nous observons des désordres. Vous allez nous excuser pour l'image qui parfois est renversée. Nous sommes toujours là sur des désordres sur le... Mais en gros, il faut dire que nous assistons à beaucoup de désordres sur le réseau routier. Et si nous ne mettons pas en place une veille citoyenne sur la protection de nos infrastructures, on risquera de perdre tout ce que nous avons si bien acquis avec les ressources publiques. Nous notons que de plus en plus, on a des désordres, comme je l'ai dit, alors qu'avec des gestes simples, on peut prolonger la qualité d'une infrastructure. Je prends un exemple. On a toujours dit l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route. Si nous avons un caniveau qui est obstrué par un objet solide, ça peut être un morceau de bois, un bloc de roche qui reste dans le caniveau. Lorsque on aura un écoulement qui, au lieu de rester dans le caniveau qui a été aménagé à cet effet, va plutôt se retrouver sur la chaussée, cette eau qui va se déverser sur la chaussée va plutôt créer une ornière ou alors d'autres désordres avec les départs de matériaux de la couche de roulement, et c'est la dégradation de la route qui commence. Assez souvent dans nos villages, on note bien qu'un caniveau est remblayé pour aménager un accès à un domicile, en oubliant que le remblai que l'on va exécuté dans le caniveau pour permettre l'accès à un domicile, c'est ce remblai qui va commencer à dégrader la route, parce que les eaux ne pouvant plus circuler dans le caniveau vont se déverser sur la chaussée. Nous avons les ouvrages hydrauliques transversaux qui sont parfois obstrués par beaucoup de détritus, beaucoup de déchets ménagers, et cette obstruction va empêcher l'écoulement des eaux, et par la suite, cela va dégrader l'infrastructure. Donc, véritablement, nous avons une kyrielle de défauts ou d'atteintes au patrimoine routier comme ça, qu'il est nécessaire véritablement d'adresser. Là, nous avons une route qui venait d'être construite. Là, c'est la route Marois-Bogo, où on a un concessionnaire qui est venu faire des tranchées pour installer, on ne sait trop quoi. Donc, véritablement, dès qu'on a fait toutes ces atteintes-là, dès qu'on a porté toutes ces atteintes-là, véritablement, c'est le réseau routier qui se retrouve être entamé. Peut-être la dernière chose qu'on va peut-être dire, ça concerne un peu les atteintes au patrimoine routier neuf. Nous avons noté dans beaucoup de localités des populations qui viennent détruire la couche de base des infrastructures, récupèrent les matériaux, le 031.5 qui a été réalisé pour les couches de base, ils viennent récupérer ces matériaux pour aller faire leur construction privée. Donc véritablement, on a un peu insisté sur ces éléments pour vous montrer combien les infrastructures sont exposées et lancer un peu un appel à ces comités de route qui, dans certaines localités, existent déjà, pour qu'avec une contribution citoyenne, en essayant de faire une extension
de leurs attributions dans la veille citoyenne sur les différentes tronçons de route, qu'on puisse véritablement améliorer la qualité de nos infrastructures. Merci, monsieur le modérateur, pour ce petit moment. Oui, merci, monsieur le directeur général, pour cette intervention qui se résume tout simplement à dire qu'il faut protéger l'infrastructure pour garantir sa qualité. Une route est construite pour fonctionner hors d'eau. Les nôtres sont trempés parce que nous-mêmes nous bouchons les caniveaux. Et sur le respect des charges. Nous allons vous entretenir là-dessus, même au cocktail, parce que nous avons les contraintes de temps. Il serait donc bon que nous passions à l'exposé au cas pratique de la commune de Yaoundé 5 pour la mise en place d'un comité de route que nous voulons être des comités de veille, non seulement pour la remontée de l'information, mais également pour la protection de proximité de notre patrimoine routier. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de nous donner la parole. Nous disons aussi merci à son Excellence, le ministre des Travaux publics, de nous permettre aujourd'hui de montrer dans l'ensemble des Camerounais notre petite contribution pour l'entretien des routes rurales. Dès notre accession à l'exécutif en 2020, nous avons jusqu'à ce jour créé près de 250 comités. Ces comités s'occupent déjà de l'entretien des routes rurales, de la propriété dans la ville, aussi de l'entretien des espaces verts. Nous avons donc résumé ce travail en quelques photos qui vont durer environ 5 minutes. Vous allez voir ce que le comité de route à Yaoundé 5 font tous les week-ends. C'est devenu un désir pour eux. Là, nous avons le comité de Nkolme 5. Là, c'est Ngoulmakon. C'est aussi à noter que tous ces comités ont été équipés d'un matériel d'entretien, des brouettes, des pelles, des pioches, des bottes. Mayaka, idée d'assaut, idée. Oui. We hear dancing. Banabi to be. Makosa brutal. Cosa populaire. Obanabaka Salafa.
Aina. Bandolo. Abale. Abale. La so ideo. Ni gadeno. Belemona. Bandolo. Bandolo. Ni gadeno. Oh, freestyle. Ya ceci. Belemona. Bandolo. Abale. Ni Kasodeno. Moi, je ne comprends pas. Il y en a pourtant 51% en vie dans le pays. Toi, tu cherches seulement les femmes mariées. Ah, ah. Ça, c'est ce qu'on appelle des dembabou. Trouble, man. Voilà un peu dans l'ensemble ce que ce comité fait tout au long de l'année et principalement tous les week-ends. Ils sont arrivés à faire même quelques ponts de façon artisanale. Donc par rapport au temps, nous ne pouvons pas visionner jusqu'à ce niveau. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, pour ce que nous voyons. Et c'est ce que d'autres pays font. Lorsque vous allez dans des pays asiatiques, les gens se mettent ensemble pour entretenir les réseaux routiers. Je voudrais annoncer à l'attention de toutes les collectivités territoriales qu'il leur sera remise le guide à l'usage des intervenants du fonds routier. Les organisateurs de cette rencontre ont bien pensé à cela. Et les cartes routières aux présidents des conseils régionaux ici présents, et ainsi que les maires, en disant que pour les maires, la carte est toujours dynamique. Nous avons toujours voulu que vous nous faites un retour, parce que les routes communales s'écrivent au jour le jour. Je vais ouvrir les échanges vraiment pour 2 ou 3 préoccupations. Vous savez, c'est une rencontre B2B. Ce n'est pas un exposé comme d'habitude. Nous allons continuer les échanges dans la salle d'à côté, parce qu'il y a une autre institution qui doit prendre le relais. Nous avons les contraintes de temps. Mais s'il y a 2 préoccupations, nous pouvons les prendre et nous allons continuer dans la salle attenante des échanges lors du cocktail que le ministre des Travaux publics a bien voulu offrir aux responsables des collectivités territoriales décentralisées. Mais quant aux cartes, elles seront remises solennellement par le directeur des travaux des infrastructures qui est là. Et je crois que l'administrateur du fonds routier aussi en fera de même pour le guide à l'usage des intervenants. Donc je vais prendre, Monsieur le Président, je vous passe la parole pour votre préoccupation. Je sais que c'est un régal chaque fois que le ministère des Travaux publics se retrouve face aux usagers. Mais je sais aussi que même si nous avons toute la journée, toutes les préoccupations ne seront pas soulevées ici. Mais le ministère reste ouvert et je sais que vous tous, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes l'un des ministères qui est toujours content de retrouver surtout les présidents de conseil ainsi que les maires. Vous avez vu que pour l'année 2023, nous n'avons pas attendu des décrets transférant les ressources aux régions, que nous l'avons fait, pendant que d'autres ministères attendent encore des décrets d'application. C'est pour vous dire l'avance que nous avons et nous ne pouvons pas faire tout cela et vous fermer nos portes. Donc, Monsieur le Président, vous avez la parole. Ah, excusez-moi, Monsieur le maire.
Le micro. Oui, tout à fait, tout à fait. Le micro. Oui, je voudrais dire que dans le cadre de l'exposé de Madame le maire de Fouquet, moi j'ai relevé 2 points qui me sont très importants. Le premier point, c'est la maturation du projet. Oui, c'est important de maturer les projets. Et je crois qu'il y a une collaboration qui devait être avec les sectoriels. Nous avons au niveau des mairies des ingénieurs. Aujourd'hui, nos ingénieurs maturent les projets. Par contre, vous savez, on a des départements qui sont très vastes. Et aujourd'hui, nous maturons le projet. Et une fois que le projet est maturé, nous partons. Il faut avoir le cachet du délégué départemental. Et le délégué départemental refuse carrément, dit non, il faut que j'envoie mes gens. Et vous voyez, nous autres, ça nous dérange. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver peut-être un cadre pour que nos ingénieurs qui ont fait la même école que les délégués, parfois les délégués n'ont même pas fait d'école d'ingénierie. Oui, excusez-moi, parce que c'est des dénominations. Alors, est-ce que les documents que nos ingénieurs maturent, est-ce que ces documents peuvent faire foi? Ça, c'est la première question. Le deuxième, je voudrais juste dire à Madame le maire de Fouquet que nous devons être des personnes responsables. Excusez-moi, Madame le maire, parce que cette collaboration devait être importante entre nous et les sectoriels. Alors, bon, c'est vrai, quelqu'un vient chez vous, on a quand même notre habitude africaine. Le lieu de l'eau, ça ne devait pas être un autre problème. Hein? Moi, je crois qu'il faudrait que la collaboration soit effective avec les sectoriels. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, pour cette préoccupation. Comme je vous ai dit, la régie nous demande d'arrêter. Mais symboliquement, le président le directeur général va remettre une carte à un président de conseil et nous allons nous continuer à la salle du cocktail. Ça, je vous le rassure. Nous allons continuer tout à côté. La régie nous demande déjà, je vous ai dit que nous sommes liés par les contraintes de temps. Je vous avais là. Are you a development actor? For 8 days, the Kirby City Council invites you to the second edition of the Economic Actors and Local Development Fair, SIDE.